je voulais présenter sans doute avec une notion de peur bien moindre, qui est très caractéristique d'ailleurs d'une approche, alors sans doute un peu comme le ravi, vous savez, il y a quelqu'un de Marseille, le ravi, le santon qu'on trouve dans les crèches, qui est toujours content. Alors, et c'est quand même étonnant comment euh, le numérique est susceptible de générer de l'émotion euh, qui crée de la faveur, comme je vais peut-être vous en créer, ou qui crée de la peur, enfin qui transparaît, je pense, pas en demi-teinte, là, dans le propos de Mustapha. Alors 12h29, mon thème, moi ici j'ai pris un peu de liberté à deux égards avec le sujet, d'une part parce que je vais parler plus globalement de la notion de gouvernance, mais aussi parce que j'aimerais envisager peut-être un peu plus globalement la notion d'intelligence artificielle, qui est une des composantes utilisées dans le domaine du LegalTech. Donc je vais moins évaluer, comme a pu le faire Mustapha ou Nicolas juste avant, des exemples typiques de LegalTech. Je vais l'envisager de manière un peu plus globale et en me basant en fait sur une initiative qui date de novembre dernier, auquel je participe. Je suis sur le comité scientifique, en fait, la Déclaration de Montréal, en fait, qui sont une série de chercheurs de Montréal, avec des gens de l'Université de Montréal, mais aussi de McGill, de l'UQAM, où on réfléchit sur qu'est-ce que l'on aimerait voir pour que l'utilisation de ces données se fasse en respectant nos principes, nos libertés fondamentales qui nous drainent, qui nous identifient comme société. Notre société occidentale, j'étais la semaine dernière en Chine, et il n'y a aucun intérêt pour ces questions-là. L'intérêt pour travailler avec l'Université de Montréal, c'est de travailler avec des programmeurs, mais peut-être éventuellement ces éléments-là peuvent avoir un aspect vente à un moment donné en disant qu'on respecte, mais il n'y a aucun intérêt pour développer de tels éléments-là. Il y a 7 grands principes qui ont été identifiés au départ, j'ai pas le temps de les évoquer. Je les livre ainsi, là, juste comme ceci. Et simplement, moi, je vais vous évoquer en fait un document qui est sorti jeudi dernier, donc à peine une semaine, qui est un rapport d'étape qui montre, en fait, qui est produit, dirigé par un collègue je pense, de sciences du design, qui est un spécialiste de la co-construction et qui a tenté de, euh, de chercher le pouls de la population, alors suivant un certain degré de représentation, le pouls de la population qui, je pense, est intéressant. Richard Gold, un collègue de Pierre-Emmanuel, qui parlera tout à l'heure, évoque qu'il n'y a pas de développement technologique sans une adhésion sociale. Et il le vérifie sur la base d'éléments historiques. Donc je pense que c'est vraiment intéressant d'aller voir ce que le vrai monde, là, pour parler de certains partis politiques populistes peuvent évoquer, mais comment ces personnes-là euh, voient cette intelligence artificielle-là. Alors, il y a de ces 7 valeurs, il y en a un certain nombre qui ont été considérées comme étant plus importantes que d'autres. Et je me permettrai simplement d'évoquer, donc ça va de la responsabilité à la démocratie. Moi, le constat qui m'apparaissait, c'est que les valeurs qui étaient considérées comme les plus prégnantes dans les retours de la part, et puis là je ne le montre pas, mais en gros, il y a eu une trentaine, une quarantaine de tables rondes qui ont été faites dans des bibliothèques, dans des universités, dans des écoles, etc. Et les questions de responsabilité, d'autonomie, de vie privée sont celles qui sont les plus prévalentes. C'est intéressant parce que, au regard de ces 7, c'est peut-être celles qui ont le côté le plus prescriptif. Je pense qu'il y a un intérêt très, très généralisé d'avoir plus de tranchant. On veut des normes plus tranchantes. On veut une réponse qui soit plus prescriptive, me semble-t-il, plutôt que les concepts de justice et de démocratie qui sont évidemment importantes, mais peut-être moins faciles à déterminer. L'autre élément aussi qui apparaît, puis je vais m'imiter dans ce rapport que je mettrai, enfin, qui est déjà en ligne, c'est que regardez, il y a un besoin de plus de dispositions légales. Il y a une quête de droit qui est, dans toutes les tables rondes, la première composante que les individus souhaitent. Plus de dispositions légales, plus de codes de déontologie, codes d'éthique, lignes directrices, plus de cadres professionnels de politique interne, et je pense qu'on pourrait y ajouter des contrats, plus de politiques publiques qui viennent de la part des États. Je me suis permis d'encercler ces éléments-là, c'est mes fils qui m'aident à faire mes présentations. Et pour vous parler plus globalement
de ce que j'ai appelé l'écologie normative. J'aime bien ce terme-là, en fait, parce que j'ai pris la définition que l'on trouve sur le terme d'écologie, et quand on parle d'écologie, on parle de rapport et d'être. Et je voudrais un peu évoquer en premier lieu les rapports, et notamment le comment on règle ça, quels sont les véhicules juridiques qui peuvent être utilisés pour tenter d'encadrer ces éléments-là, et sur les êtres, ben, c'est les acteurs qui vont rentrer dans le processus, des éléments qui sont en filigrane dans les présentations qui ont été faites un petit peu avant. Alors sur le comment, je vais vous présenter, moi aussi, un point de vue un peu chagrin sur la situation actuelle qui, me semble-t-il, au regard des outils classiques dont on dispose pour tenter de réguler ces manières de faire, soit les normes, ce que j'appelle formelles, c'est-à-dire les lois, les règlements, que ce soit des normes plus informelles, d'ailleurs souvent très connectées avec l'industrie, que ce soit ce que je me plais à qualifier de normativité individuelle, c'est-à-dire des politiques internes, des contrats qui viennent de l'industrie elle-même. Au regard de ces trois étapes, je crois que dans l'état actuel des choses, effectivement, on est dans une situation qui n'est pas satisfaisante. Ces trois véhicules, dans l'état actuel, ne sont pas totalement... enfin, ne fonctionnent pas très très bien. Alors, le premier point, c'est qu'il y a véritablement un plébiscite pour passer une loi sur l'intelligence artificielle qui inclurait l'égalité et dans d'autres. Il y a comme on l'a vu un peu plus tôt dans l'image que je vous présentais, il faut passer une loi, il faut adopter une loi. Gouvernement, prend tes responsabilités et passe une loi. Donc il y a personnellement, et j'ai eu l'occasion d'écrire là-dessus, j'ai un naturel un peu chagrin, encore une fois, avec les lois, parce que un constat depuis le début des années 90, à chaque fois qu'on passe une loi, c'est un bordel applicatif. La jurisprudence a du mal à intégrer ces nouveaux textes qui sont souvent très techniques et qui ont du mal à être compris, interprétés par les juges. Pas la faute des juges, hein, c'est souvent, je pense, des problèmes rédactionnels ou parce qu'il y a des cohérences qui sont perdues au regard de ces nouveaux textes qui oublient certains principes fondamentaux. Alors une fois que j'ai dit ce naturel chagrin, et c'est une belle discussion que j'ai eue il y a 2 jours avec Christelle qui va reparler de ces éléments-là, c'est qu'effectivement ces textes-là, enfin en l'absence de textes spécifiques, souvent ça manque de mordant. On a un problème pour tenter de contrôler ce free-for-all, comme on dit en chinois, qui se fait souvent dans ces nouvelles industries qui naissent suite à des financements qui arrivent et avec un besoin de résultats très vite. On met en place et on réfléchit ensuite. Donc, très souvent, ces règles génériques, comme des règles de responsabilité qui peuvent tout à fait s'appliquer, manquent de mordant. Je vous donne un exemple. Uber, par exemple, on s'est rendu compte par la banque que Uber était capable de fixer ses prix en fonction du type de téléphone que vous avez. Si vous avez un iPhone, vous allez payer plus cher parce que ça veut dire qu'il y a une capacité de payer qui est plus grande. Si votre batterie est très faible, vous allez payer plus cher parce que vous avez besoin d'un taxi très très vite. Donc tout ça, c'est des critères, à mon avis, qui pourraient être sanctionnés par des principes généraux sur la base de décisions discriminatoires qui pourraient très bien d'ores et déjà s'appliquer. Mais malgré tout, il y a très peu de cas qui vont devant les tribunaux parce qu'on ne dispose pas peut-être d'un texte tout à fait explicite là-dessus. Donc dans le cadre d'une commission parlementaire, j'ai eu l'occasion, contrairement à ce que j'avais fait il y a 12 ans, mais à culpa, où j'avais été très sceptique sur l'introduction de ma loi, je dis possiblement qu'il faudrait un nouveau texte. Un nouveau texte qui, à mon avis, devrait se limiter à une approche assez principielle. Donc pas trop aller dans le détail, mais davantage établir un principe, et notamment un de ces principes, à mon avis, qui irait, et c'est une tendance assez lourde, me semble-t-il, vers une plus grande affirmation d'un devoir plus ferme, donc j'ai dit densifié ici, et qui apparaît dans la doctrine, dans certaines lois, la notion de loyauté des plateformes, qui est une référence que l'on trouve dans la loi sur la publicité numérique en France, mais sinon vous avez l'asymétrie informationnelle qui est évoquée par un auteur américain, Ryan Kellow, la notion de due process technologique par Daniel Citron, ou les notions de transparence algorithmique, comme par exemple Franck Pasquale peut développer, et plus généralement les règles d'imputabilité qui a été évoquées notamment par Mustapha, que l'on trouve dans le règlement européen, enfin dans la réglementation européenne.
etc. Donc ça, c'est une tendance, à mon avis, très lourde que l'on voit dès la fin des années 90 en matière de sécurité, où on dit s'il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de sécurité. Nicolas Vermès, dans à mon avis, la partie la plus palpitante de sa thèse, a évoqué qu'en matière d'information, de sécurité de l'information, il n'y a pas de sécurité si on n'établit pas un minimum de sécurité. Et lui avait évoqué une obligation de moyens renforcée si on veut véritablement une sécurité. Alors, de même manière, il n'y aura pas d'intelligence artificielle est responsable si véritablement on n'établit pas des règles de responsabilité. Alors, deuxièmement, comme je l'ai évoqué, il y a une sorte de délégation qui a été faite systématique. Et franchement, je crois que je ne veux pas remettre en cause cette solution. Je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen de faire que dans la loi, comme ça se fait dans le règlement européen, on délègue à des standards qui vont être établis suite à des processus distincts indépendamment des cultures juridiques, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que celle-ci. Donc je pense qu'il y a une sorte d'inhérence technologique à un tel procédé, et c'est un moyen, me semble-t-il, je n'ai pas le temps de développer, mais le seul moyen pour appréhender la complexité. Mais actuellement, malgré tout, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que les normes sont cacophoniques, il y a un très grand nombre de normes, il y a des normes qui sont passablement cacophoniques, il y en a qui disent le contraire, et puis surtout vous avez des normes éminemment molles, c'est-à-dire avec un niveau d'obligation qui est très faible. Et je vous donnerai cet exemple-là parce que pour moi c'est ma palme des normes les plus nulles. C'est une norme d'audit où on évoque que l'objectif de l'audit est de concevoir, de mettre en place des procédures d'audit qui permettront d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés pour être en mesure de tirer des conclusions raisonnables. On est quand même en termes de mou, on est dans le jello mur à mur. Et enfin, le troisième moyen sur lequel, à mon avis, il faut avoir un certain regard critique là encore, c'est tout ce qui est documentation et contrat, qui est d'ailleurs le moyen pour respecter, excusez-moi, qui est le moyen pour respecter le règlement européen. Ce que font les entreprises canadiennes qui veulent, même si elles ne sont pas formellement obligées de le suivre, ils vont passer de nouvelles documentations, ils vont passer de nouveaux contrats. 1-0 pour la France, me dit-on. Donc je pense véritablement que le centre de gravité normatif est à cette étape-là. Dans mon millefeuille que je vous montrais, le centre de gravité se situe ici. Et d'ailleurs, ça correspond à ce qui avait été identifié. À mon avis, ça a été sous-évalué par les utilisateurs, ce besoin d'avoir des documentations. Alors sur la documentation, j'y reviendrai très rapidement. À mon avis, il y a deux formes. Une documentation très documentaire, où l'entreprise explique sa manière de faire. Puis vous avez aussi la possibilité, c'est développé dans un texte où Joel Radenberg est un des co-auteurs d'un texte pluriel avec différents profs de différentes disciplines, où on dit que ce serait tout à fait possible d'avoir une sorte d'empreinte technologique qui fait un screenshot, un état des lieux sur la manière d'utiliser les données, des biais potentiels qui peuvent être associés. Je reviendrai sur cette dichotomie-là. C'est donc une solution universelle, en dépit du fait, et ça moi aussi j'ai un regard très critique, que cette documentation interne donne lieu à une bureaucratie absolument minable qui coûte une fortune et qui finance des compagnies comptables notamment. David Graeber a expliqué que plus la société est néolibérale et plus le besoin de documentation est grand. Donc, il faut avoir conscience de ça, avec notamment un exemple de catastrophe absolument grandiose qui est dans le domaine des finances, suite à des scandales financiers au début de l'année 2000, où on a eu une compagnie comptable qui s'est fait prendre en bon québécois les culottes baissées. Elle a été dissoute du fait des fraudes qui étaient initiées à elle. Tous les gens qui travaillaient pour elle sont allés dans les 4 autres, et ils ont développé l'obligation, suite à une loi qui a été passée, d'une documentation qui a coûté de 90 à 100 milliards par année pendant 10 ans, donc où le système a financé ces 4 autres compagnies comptables existantes pour faire de la documentation, pour s'assurer que les données étaient bonnes. Alors, le deuxième élément au niveau de la couche de la normativité individuelle, c'est les contrats. Et là encore, les contrats, personne ne les nie. Il y a une étude récente faite par une étude américaine qui montre que quand on change un contrat en ligne, qui était ce qu'on appelle des browse wraps, c'est-à-dire que les contrats qui sont sur un site web, on n'a pas besoin d'adhérer en cliquant. Le fait de passer un browse wrap à un click wrap, ça entraîne une hausse de la lecture de contrat de 0,36%.
Donc, un formalisme informationnel a été mis en place. Il n'a aucun effet en termes de connaissance du contenu. Alors, beaucoup plus rapidement, la deuxième partie, et qui est plus enjouée. Parce que, encore une fois, je pense qu'il y a moyen d'avoir des solutions, enfin de garder ces trois couches, mais avec peut-être une reconsidération de certains éléments. Alors, sur les acteurs, je n'aurai pas le temps de les développer tous, mais à mon avis, les parties prenantes qui sont susceptibles d'être évoquées là-dedans sont les suivantes. Moi, je vais surtout évoquer trois en particulier, la société civile, les organismes de contrôle plus liés à l'État et l'individu lui-même. Alors sur l'État, je pense effectivement qu'il y a un besoin de revaloriser l'État. L'État n'est pas à la mode et je pense qu'actuellement, si je prends par exemple le commissariat à la vie privée, qui est une des composantes parmi d'autres qui doit être considérée en matière d'intelligence artificielle, je pense que le problème, il y a une faiblesse applicative qui est très très grande. Il y a un pouvoir de sanction qui est quasiment nul. Alors sans aller jusqu'aux 4% que l'on trouve dans le règlement européen, 4% de sanctions du chiffre d'affaires dans l'entreprise, je pense qu'il y a lieu de rehausser le pouvoir de sanction de ces organismes. L'autre, par rapport au rôle de l'État aussi, c'est intéressant, je vous ai dit que sur le centre de gravité normatif, soit une documentation, soit une empreinte technologique, moi j'ai l'intime conviction, comme dans le règlement européen, on propose des solutions basées sur la documentation. Les entreprises ont l'obligation de documenter. Le problème, c'est que le gros du travail est fait par les entreprises et le pouvoir des sanctions de parties tierces est relativement faible. Alors, les systèmes de labellisation, les systèmes de certification, on va voir comment ils vont s'appliquer, mais la solution de l'empreinte technologique, à mon avis, passe forcément par un organisme de contrôle qui va valider s'il y a des biais dans le traitement de l'information, alors que dans la documentation, le gros du travail est sur les épaules des entreprises. Donc, les gouvernements vont préférer la notion de documentation parce que le gros du travail est fait par l'entreprise elle-même, ils n'ont pas envie de le faire eux-mêmes. Donc c'est le vieux débat sur lequel je n'ai pas le temps de revenir entre autorégulation et co-régulation, mais qui date des années 90 et qui montre une certaine différence culturelle, me semble-t-il, entre l'Amérique et l'Europe. Je crois aussi, ça c'est une lecture que je vous envie, puis en dessous de la vidéo, il y aura toutes les références donc, que j'ai un peu évoquées, mais c'est une référence qui sort d'un organisme qui s'appelle AI Now, qui a fait un rapport il y a quelques semaines, qui évoque en fait une part assez intéressante sur l'intérêt du public. Alors quand je parle du public, je ne parle pas d'individu, je parle du public, comme notamment, on le voit ici dans cet acétate, mais des chercheurs externes qui pourraient avoir un droit de regard, donc comme collectivité, sur la manière de faire des entreprises pour utiliser les données. Donc on aimerait que Uber, que Facebook ouvrent leurs livres à certaines personnes, et notamment des chercheurs externes pour évaluer les biais potentiels. Donc je n'ai pas le temps de développer, mais il y a une succession d'étapes où la place du public m'apparaît pas intéressante, mais je pense, j'ai pas le temps de développer, c'est que tous ces processus devraient donner lieu à des critères de reconnaissance pour s'assurer qu'ils respectent certains principes. J'ai pas le temps de développer. Le dernier point, si je veux respecter les 15 minutes que je vous ai promis, mais c'est l'individu. Alors, je ne veux pas jeter, là encore une fois, le bébé avec l'eau du bain. Je crois que l'individu a un pouvoir de contrôle, mais en fait, pour être tout à fait honnête, j'y crois pas beaucoup. À moins de raffermir le consentement. Donc, vous avez vu que peut-être c'est dans une note acétate dans les besoins qui étaient identifiés lors de ce processus de co-construction. L'autonomisation était une valeur, c'était la deuxième après le besoin, après la responsabilité. Et je pense que ça peut avoir un certain intérêt, notamment en utilisant des outils numériques qui pourraient s'assurer que le contrat soit plus facile à lire. Ce serait par exemple très facile quand il y a une modification au contrat, d'identifier avec des couleurs, par exemple, les clauses qui ont été rajoutées. Il faudrait, en tout cas, je pense qu'il y a déjà des moyens de faire. Il y a une solution sur laquelle je travaille en ce moment, c'est notamment utiliser les techniques de gamification pour obliger par le système de jeu l'individu à lire le contrat. Donc le faire participer au processus. Je pense que c'est quelque chose qui ne m'apparaît pas totalement ésotérique et qui pourrait, dans certains cas, notamment où l'information est particulièrement sensible, je pense que nous on avait voulu l'appliquer au domaine de la santé notamment, ce serait intéressant de le faire.
Raffermir le consentement contre la forme, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, mais je pense surtout, et ça c'était dans la première version du règlement européen, je crois qu'on ne peut pas consentir à tout. Il y a, dans les premières versions 2014 du règlement, ou 2013 du règlement, il y avait on peut consentir sous réserve des règles de l'ordre public. Et on a enlevé cette deuxième partie. Je crois que le consentement, dans l'état actuel des choses, aide les entreprises plus que les individus. Et il y a des hypothèses où on ne peut pas consentir. Et d'ailleurs, dans un projet de modification de la loi sur la vie privée euh, au fédéral dans le secteur public, on évoque les hypothèses, plutôt que passer par le consentement, des ententes de communication. C'est-à-dire qu'on fait valider les processus par une instance de contrôle, plutôt que passer par le consentement, qui est très souvent, la mesure où on est très souvent dans une situation où c'est difficile d'expliquer à, à Monsieur Panet, à Madame Panet de la rue Montana, pour prendre une autre expression de Karim Leclerc, c'est très difficile de lui expliquer ce qui est fait avec ces données. Alors voilà, en 18 minutes, ce que je voulais vous dire.